Venus des plaines du sud, les gnous sont arrivés au Masai Mara. Leur quête ne s'arrête pas pour autant. Ils marcheront encore à la recherche d'herbages nouveaux, parcourant chaque année plus de 3000 km. Comme pour ces fleuves dont les sources demeurent inconnues, nul n'a jamais pu identifier l'endroit précis où se forme leur cohorte, ni celui où elle se dissout. Une seule chose reste sûre, le terme du voyage est toujours provisoire. Pour l'instant, les territoires se stabilisent. Pendant la migration, certains individus, notamment des jeunes mâles, sont passés d'un groupe à l'autre. Dans l'apparente confusion de la course, ils ont fait allégeance à d'autres étalons. Désormais, chacun regroupe les siens et fait respecter sa position dans la hiérarchie. Le jour se lève sur la savane encore assoupie. Certains animaux sont restés actifs toute la nuit. D'autres, comme les babouins, ne commenceront leur journée qu'après l'aube, et ils la finiront avant que le soleil ne se couche. Pour l'instant, c'est l'heure incertaine où l'on ne sait s'il faut dormir encore ou reprendre le cours de ses activités. En une journée ordinaire, les lions se reposent ou dorment environ 20 heures. L'énergie dont ils disposent est chèrement acquise. Leur métabolisme fonctionne en sorte qu'ils puissent ne pas la disperser inutilement. La fin de l'après-midi, le début et la fin de la nuit sont leurs moments d'activité de prédilection. Cependant, une proie passant à leur portée sera chassée quel que soit le moment du jour ou de la nuit. Nous sommes un jour du mois d'août en Afrique, peu après l'arrivée de l'immense troupeau des migrants venus du sud. Prédateurs et charognards sont gavés. Pourtant, au cœur de leur gène est inscrite cette injonction. Aujourd'hui encore, il faudra tuer. Une lionne borgne est là, qui de son œil valide contemple la colonne des gnous en marche. Elle se nomme Wamba. Sa vue partielle la défavorise et pour chasser, il lui faut fournir plus d'efforts que n'en produisent les autres animaux de son clan. Et quand son bébé voudrait jouer, Wamba sait, elle, que c'est à la chasse qu'il faut se rendre. Djumbe le gnou est là. Le chef de clan a guidé ses frères à travers la Tanzanie. Il les a conduits à la rivière peuplée de crocodiles. Il leur a montré le gué au milieu des torrents. Il leur a appris que l'instinct est plus fort que la peur. Beaucoup sont morts, mais Djumbe a mené son peuple à la terre promise. Aujourd'hui, sa légitimité est absolue. Alors, sous le regard de Wamba la lionne, Djumbe entreprend d'ensemencer le troupeau. Il en a le droit et pour son espèce le devoir, puisqu'il s'est montré plus fort que la sélection naturelle. Les autres mâles en font autant, car il convient de combler pour la prochaine saison le déficit de population creusé par la mortalité de la migration. Les préliminaires sont presque inexistants, les femelles placent leur queue sur le côté pour montrer qu'elles sont réceptives, et Djumbe, par exemple, trouvera le moyen de copuler environ 2 fois par minute. Wamba la lionne profite de l'inattention de Djumbe pour approcher. Elle s'élance. Elle arrive par la gauche, son œil valide, surveillant le troupeau qui se sauve. Mais bientôt, la horde soulève un nuage de poussière qui trouble Wamba et ralentit son rythme. Dans la confusion, la lionne doit inverser sa course. L'œil valide se trouve à présent exposé au vent de poussière. Complètement aveuglée, Wamba ne sait plus où elle en est. Finalement, la lionne renonce à sa chasse. Dans un instant, son œil cessera de pleurer, elle y verra plus clair, et la chance reviendra. Dans le lointain, un tourbillon de poussière traverse la savane à près de 30 km/h. Les différences de température entre un air brûlant au ras du sol et froid en altitude l'ont dressé entre ciel et terre.
Les gnous ne cessent jamais de chercher de meilleurs pâturages et de nouveaux points d'eau. Ils passent à brouter près de 16 heures par jour, quand chez certains prédateurs, cette durée est celle du repos. En effet, un lion, une hyène, peuvent, s'il le faut, survivre plusieurs jours sans manger. Les gnous ne sauraient s'offrir ce luxe. Alors, lorsqu'il faut récupérer les calories employées aux efforts de l'émigration, l'herbe est vite fauchée par une telle concentration d'appétit. À peine arrivé, il faut déjà repartir, et chacun ayant reconstitué ses réserves caloriques, s'installer ailleurs, où l'on restera peut-être plusieurs semaines. Djoumbé le gnou, comptable attentif, dénombre les retardataires. Sa seule présence les rassure et les hâte, comme au long de ce grand voyage dont ils n'ont pas tous compris qu'il vient de s'achever. Libérés de la tension du voyage, quelques jeunes mâles affichent des prétentions que Djoumbé doit réfréner. Il s'acquitte de quelques combats rituels de manière expéditive. Il a vaincu le fleuve et fait survivre son peuple. Rien ne saurait le détourner de son chemin. Sa route se déploie comme une calligraphie, comme une signature tracée sur la terre d'Afrique et qui se lirait de la manière suivante. J'ai accompli l'exploit assigné à ma race. Je suis Djoumbé, le roi des gnous. Djoumbé doit garder le contrôle de ses troupes car il sait où il veut se rendre à présent. De l'autre côté de cette courbe de la rivière qui forme dans la région de Serena un ultime méandre. Beaucoup de gnous répugnent à lui obéir, mais il suffira de quelques manifestations d'autorité pour rétablir l'ordre. Wamba la lionne n'a pas renoncé à tout espoir. Les larmes ont chassé de son œil le sable qui brûle et aveugle. Des deux colonnes de gnous entre lesquelles elle se glisse, elle ne peut voir que celle de gauche. C'est dans cette direction qu'elle se dirige d'abord. Les animaux passent devant elle et s'enfuient. Wamba tourne la tête et s'aperçoit qu'un autre groupe était à sa portée. Pourtant, il est trop tard, la vigilance des gnous a été éveillée. L'effet de surprise est gâché. Wamba est fatigué et ne veut pas se lancer dans une poursuite incertaine et exténuante. Un peu plus loin, un autre groupe semble l'attendre, dans lequel sans doute elle trouvera la proie qu'elle convoite. Mais Wamba, handicapée par son œil manquant, ne parvient pas à maîtriser la situation comme elle le faisait jadis. Elle va à droite, elle va à gauche, et c'est presque le hasard qui fera enfin passer dans son champ de vision une proie satisfaisante. Wamba n'a réussi à attraper sa proie que par le mufle. Le gnou, dont la lionne n'est pas en mesure de briser les vertèbres, devra endurer une longue agonie jusqu'à l'étouffement. Wamba a collé sa gueule contre sa bouche et, dans tous les sens du terme, elle n'en démordra pas. La mort arrivera par un interminable et pestilentiel baiser. Tandis que Gigori, sa sœur, arrive sur les lieux, Wamba resserre son étreinte. Deux souffles se mêlent. La vie qui vient, la vie qui va.
enfin, le drame est accompli. La lionne borgne a fourni au clan la preuve de sa vaillance. Elle a assuré sa contribution à l'économie du groupe. Elle a justifié son existence sociale. Il ne lui reste plus, par une série de cris caractéristiques, qu'à battre le rappel des autres lionnes et des jeunes. Les mâles se sont éloignés. Pour une fois, ils se contenteront des restes. Le voilà. Ce méandre de la rivière Mara au-delà duquel Jumbe le Gnou sait pouvoir trouver des pâturages inépuisables. Une fois de plus, les gnous se jettent dans le tumulte des eaux. Ils pourraient l'éviter, choisir d'autres routes, d'autres herbages, car contrairement à ce qu'on croyait jadis, les chemins empruntés par les gnous ne sont pas tout à fait immuables. Aucune migration ne ressemble à celle de l'année précédente, ni à celle de l'année suivante. Pourtant, les gnous reviennent toujours à la rivière meurtrière qui les assassine. Souvent, les gnous négligent d'emprunter des gués qui naguère ont facilité leur traversée de la rivière en sens inverse. Ils leur préfèrent, comme ici, des encaissements d'où il faut sauter de plus de 5 mètres au risque de se briser les membres. Au fil du voyage, leur nage s'est affermi. Les voyageurs se sont endurcis au gré des épreuves antérieures. Jumbe le Gnou n'aura à ce stade du trajet que peu de pertes à constater. Mais s'en soucie-t-il vraiment quand l'incroyable calvaire de la migration a fait de lui une machine à stimuler la foule, un moteur capable d'ébranler un peuple? Toujours ponctuels au rendez-vous des gnous, les crocodiles sont prêts à entrer en action pour nettoyer la rivière des cadavres qui l'encombrent. Les crocodiles démembrent les carcasses à l'aide de leurs dents coniques. Puis, dans l'impossibilité de les mâcher, car leur denture n'est pas prévue à cet effet, ils avalent les morceaux. Pour cela, ils ne peuvent utiliser leur langue, trop largement soudée à la mâchoire inférieure pour autoriser de réels mouvements. C'est pourquoi les crocodiles doivent, par des secousses verticales, jeter la viande au fond de leur propre gueule. Elle sera rapidement digérée dans un estomac à toute épreuve, tandis qu'un complément de nourriture pourra être stocké dans l'œsophage. Ce jour-là, au bord de la rivière, une hyène tachetait sa breuve, tout en observant son environnement avec méfiance. Elle se nomme Mama Kingua. Comme il se doit, elle s'est éveillée un peu avant ses petits qui se prélassent encore au premier rayon du soleil ou au creux du nid familial. Mama Kingua voudrait que la journée commence, que les bébés sortent de leur torpeur pour profiter du jour qui naît. Mais ces derniers n'entendent pas de cette oreille, et notamment celui-ci, âgé de quelques mois, qui se nomme Kali.
Le nid si chaud, si douillet, appelle Kali qui n'aspire qu'à s'y enfouir, que sa mère le veuille ou non. Il faudra un long moment à Mama Kingua pour rétablir la discipline. Creusé autour d'un ancien terrier de phacochère ou d'une termitière désertée, agrémenté de tunnels, de galeries, de chambres d'enfants, le nid communautaire est le centre géographique de la vie des hyènes. Et si Mama Kingua peine tant à en éloigner Kali, le temps d'une journée, c'est que le bébé hyène reste longtemps très dépendant d'un environnement sûr. Il têtera sa mère jusqu'à 1 an et demi, et ce n'est qu'à 2 ans qu'il pourra s'éloigner d'elle. La savane est découpée en une mosaïque de territoires. Parmi les animaux les plus attachés à leur royaume, voici les bubales. Les bubales sont de grandes antilopes sédentaires dont le territoire couvre une surface d'environ 2 à 4 km². Sur cette parcelle vivent un mâle, une dizaine de femelles et leurs petits. Parfois, les groupes de bubales s'associent avec des gazelles, des zèbres, des damalisques ou des autruches pour occuper leur espace en commun et mieux se défendre contre les prédateurs. Le mâle est extrêmement jaloux de sa souveraineté. Il peut se battre avec une féroce agressivité pour chaque mètre carré de son territoire. Et même les combats rituels revêtent une violence inconnue chez d'autres espèces. La famille de Mama Kingua se rassemble enfin autour du nid. La journée commence par la cérémonie des salutations qui consiste à lécher les organes génitaux de ses proches. Par ce geste, chaque hyène en reconnaît une autre comme hiérarchiquement supérieure avant d'être à son tour léchée en tant que vassale. On s'est longtemps interrogé sur le sexe des hyènes et l'animal est souvent passé pour hermaphrodite. En fait, une partie de l'organe génital est érectile chez la femelle et peut ressembler à un phallus.
On suppose que cette curiosité anatomique chez la hyène femelle, de même que son agressivité, proviennent d'une surabondance d'hormones mâles, notamment de testostérone. Non loin de là, hyènes et vautours se sont rassemblés autour d'une carcasse. Les hyènes dispersent les vautours, mais arrive un lion qui les écarte à son tour pour récupérer le butin. Les hyènes se contenteront du débris. Arrive alors un second lion qui leur fait craindre de voir la spoliation se répéter. Il faut dévorer ce qui reste au plus vite. Par chance, c'est à son congénère que le lion s'en prend dans une querelle qui prendra vite l'allure d'un pas de deux. Le premier lion garde finalement le dessus. Son rival se contentera d'un fragment que le vainqueur aura perdu dans sa course. Demain sera un jour meilleur. Dans la savane, il arrive que des lions se transforment en hyènes et rivalisent pour quelques fragments de viande. Il arrive aussi qu'à l'occasion d'un combat vaillamment livré, des hyènes se battent et meurent comme des lions. Les tribus qui vivent dans la Grande Plaine honorent le bucorve du Sud, en raison de son cri. Certains pensent que le bucorve parle aussi bien que les hommes. Le bucorve vit principalement au sol, où il se nourrit d'insectes, lézards, grenouilles ou petits serpents. En mémoire d'une hyène morte, des vautours se sont assemblés pour la cérémonie funèbre. Ils ont si souvent partagé avec elle les mêmes repas. Taille, femelle de l'espèce Auricou, observe la scène. Les vautours communs se sont précipités sur la carcasse. Tel est parfois le destin de charognards, finir sous le bec d'autres charognards. Taille disperse violemment la plèbe des vautours sans grade. C'est à elle qu'il revient de dire la messe.
et même un autre oricoux ne saurait l'en empêcher. Un troisième officiant se présente. Les deux premiers se liguent pour le tenir à l'écart. En voici un quatrième, prétexte à de nouvelles rixes. Un cinquième et dernier arrivant complète le conclave. Taille le chasse pour revenir sur la carcasse. La messe est dite. Ici, naguère, mourut une hyène. Au Masai Mara, le léopard vit souvent solitaire, discrètement noyé dans la ramure des arbres. Le tronc et les branches sur lesquelles il se tient ont été marqués de griffures et d'urine, afin que nul n'ignore l'identité du propriétaire. La proie capturée ce matin a été hissée sur une branche, à l'abri des chacals et des hyènes. Le léopard apprécie la chair des gazelles, celle des babouins ou des petits mammifères. C'est par la gorge ou par la nuque qu'il les attrape et les saisit pour les hisser sur son arbre. Sous le regard absent de deux lions qui se reposent, des cigognes pêchent, ainsi qu'elles le feront sans trêve tout au long du jour. Il leur faut déployer de grands efforts d'attention et de rapidité pour des proies minuscules.
Voici quelques semaines, un groupe de 4 guépards a fait irruption dans le Masai Mara. Quatre regards acérés, habiles à détecter l'animal trop jeune, affaibli ou blessé qui saura constituer un bon repas. Voici la proie. Un jeune impala que nous avons vu naître il y a 4 mois qui se nomme Kenny. Dans une bousculade, Kenny s'est blessé la jambe. Ici, être jeune est un risque. Être blessé, souvent une fatalité. Les deux à la fois, une condamnation. Un guépard s'essouffle avant de parvenir au but. Mais tapis dans les herbes hautes, les autres sont là, qui attendent de prendre le relais. Ils se sont déployés en éventail, une formation à laquelle aucune proie ne peut survivre, car elle pallie la seule faiblesse des guépards, leur manque d'endurance. Kenny n'aura pas vu passer une saison complète. Comme le dit la chanson, c'est l'histoire de la vie. Guidé par la matriarche qui ouvre le défilé, un groupe d'éléphants se rend au point d'eau. Un grand mâle adulte peut absorber 100 litres en une seule fois et boit jusqu'à 227 litres d'eau par jour. Pourtant, lorsqu'il le faut pendant la saison sèche, les éléphants peuvent survivre plusieurs jours sans boire et s'éloigner jusqu'à 80 km du point d'eau. Régulièrement, à l'aide de la patte ou de la trompe, l'eau est agitée pour faire fuir un ennemi éventuel ou pour l'amener à se découvrir. Le rapport des éléphants avec l'eau est à la fois une relation de dépendance et de plaisir. C'est l'eau et la boue qui permettent de limiter les nuisances des parasites dans les crevasses de la peau. Mais en même temps, la douche et le bain constituent le seul grand jeu auquel participe tout le groupe. Araka l'éléphanto a grandi.
Bientôt, sa taille ne lui permettra plus de passer sous le ventre de sa mère, indication qui signale un animal âgé de plus d'1 an. À Raqqa, ses amis et ses cousins prennent un plaisir particulier au bain quotidien. Pour eux, c'est toujours trop tôt que la matriarche donne le signal du départ. Mama Kingua a trouvé sur son chemin la carcasse d'une gazelle décapitée. Et non loin de là, un aigle pêcheur a découvert sur le sien la tête d'une autre gazelle. Normalement, il se nourrit de poissons ou de jeunes oiseaux. Pour dévorer un tel butin, un vautour parviendrait à glisser son bec à l'intérieur de la boîte crânienne. L'aigle pêcheur, lui, est moins bien équipé. Il se contentera de gratter la surface des eaux. Sous les serres, l'aigle pêcheur est pourvu d'une peau rugueuse qui empêche de glisser la proie que l'on emporte en vol. Et c'est toujours au sommet d'un arbre ou à la fourche de 2 branches que l'aigle pêcheur préfère consommer son repas. Voici la nurserie des girafes. Plusieurs bébés ont été confiés à la surveillance d'une girafe adulte qui en prendra soin jusqu'au soir. Demain, c'est probablement une autre girafe qui sera de garde. Certains bébés n'ont que quelques jours et un morceau de cordon encore attaché à l'ombilic. Ils attendront toute la journée en observant le monde et leur nurse que leur mère revienne ce soir à l'heure de la tétée. En raison de ce mode d'organisation, on a longtemps cru que les girafes étaient des mères négligentes. Il n'en est rien. Le lien mère-enfant peut rester solide jusqu'à 22 mois. Le bousier est un scarabée très occupé, partout où on le trouve, à former, à transporter et à stocker des excréments d'animaux sous forme de boulettes 20 à 40 fois plus grosses que lui. Le bousier joue un rôle écologique essentiel, car en transformant les excréments des autres animaux, il les rend assimilables par les végétaux. L'objectif est de rouler la boule jusqu'à un emplacement de terre meuble où elle pourra être enterrée. Le moment venu, le bousier y pondra un œuf. Et lorsque l'œuf éclorera, la larve trouvera dans la boule
les protéines nécessaires à son alimentation jusqu'au développement complet. Parfois, si seule la couche superficielle du sol peut être creusée, la tâche se révélera plus difficile que prévu. Il faudra alors renoncer à cet emplacement pour en trouver un mieux praticable. Alors que le soir approche, un lion et une lionne dévorent une carcasse de gnou. Autour d'eux, vautours et marabouts lui dérangent à peine. En cette période faste, le couple est vite repu. Un marabout profite de quelques reliefs projetés à proximité. Le lion abandonne la carcasse, le temps de reprendre son souffle. Kigori la lionne se glisse alors sur le théâtre des opérations pour y subtiliser la proie qu'elle transporte dans les buissons. Chez les lions comme chez les vautours, la nature accorde une prime au plus vif, au plus fort, à celui qui dévorera le plus de nourriture, à celui qui saura passer avant ses frères. Tout individu est en compétition avec ceux de son espèce, et ne survivent que les mieux adaptés. Simba, la lionne courageuse morte d'une blessure de guerre, avait dans le sang la vaillance qu'ont conservé ses deux sœurs, dont l'une est Kigori, et l'autre, une chasseresse borgne. Kigori a abandonné la carcasse dont elle s'est rassasiée. Car si la compétition règne à l'intérieur d'une même espèce, les espèces entre elles sont complémentaires et la disparition de l'une peut impliquer la déchéance des autres. Compétition entre membres d'une même espèce et interdépendance des espèces entre elles, telle est la règle. Et parce qu'il faut bien que la loi soit appliquée, on vit naître un jour dans la savane l'agressivité, la volonté de spolier, de voler, de tuer le frère au détriment de qui on survivra peut-être. Le lion mâle a enfin retrouvé ce qui reste de sa proie. Mais il n'a plus vraiment faim et se retirera vite. La proie est allée de l'un à l'autre, de l'autre à l'une. Kigori transporte la carcasse plus près de son clan.
dans un instant va résonner le plus beau cri des lions, celui d'une mère appelant ses enfants à la rejoindre, les siens et ceux de sa sœur morte. Cette force qui est celle de leur lignée, Kigori et Wamba la Lionborgne la partageaient avec leur sœur, Simba. Plus tard, leur vaillance intacte se retrouvera chez les lionceaux devenus adultes, comme un héritage qui leur permettra de vaincre un monde où ne peut survivre que l'élite de chaque famille. Un monde où depuis le premier lion de la première savane, la clémence n'a jamais existé.